Bienvenue à Culture en Migration, un podcast de rencontres inspirantes à la découverte d'expressions culturelles d'ici et d'ailleurs. Un endroit d'échange et de curiosité, un espace-temps où les questions nous amènent à bien plus que des réponses. Nous sommes une écrivaine, Elisa De Angelis, et une journaliste, Julie Guépara, deux femmes passionnées de culture, intéressées par la diversité et par ses manifestations vivantes. Je suis rentrée dans ma cabane et j'en suis sortie un peu plus loin. Mon abri s'est déplacé et puis moi je l'ai rejoint. Ça avançait sans cesse comme un ingrat mirage. Je piétinais en suivant son sillage. J'ai couru après mon toit, mes murs, mes origines, après l'idée d'une maison, d'un dedans, d'un domicile. Tout ce que j'ai trouvé, c'est la chaleur de ce lit. Entre les collines en soie et la clairière en coton, mes pensées courent et s'éparpillent dans mon cocon. Le clair de l'aube au-delà de la vitre, c'est dehors, je me dis, et ça ne peut pas m'atteindre. À chaque abri, un nouveau chapitre. Je ne voudrais pas me plaindre, mais que donnerais-je pour te rejoindre, pour sentir à nouveau cette intime connexion, cette immersion dans tes tissus, dans la chaleur de tes laines. Quand je regarde au monde, ailleurs, aux autres, je me dis que comme moi, j'en suis sûre, il y en a d'autres. Des gens qui suivent leur chez-soi, qui leur échappent, qui rêvent d'une cabane, d'un château, d'une autre étape. Un lieu qui ressemble à leur propre plateau. Des planches d'où affirmer leur identité. Un lieu de confession, de vie privée, d'intimité. Et alors on continue de suivre le fil rouge d'une intuition, qu'il soit en soie, en velours ou en coton. Bonjour Paola. Bonjour Jolie. On a le plaisir de t'avoir aujourd'hui à Culture en Migration parce que tu as un profil diversifié et atypique. Tu es active dans de nombreuses créations de projets artistiques, mais aussi des activités socio-culturelles. Comment est-ce que tu en es venue à être active dans de si nombreux sujets et qu'est-ce qui t'a attirée là-dedans? Alors, j'ai un parcours effectivement assez diversifié qui commence il y a déjà 5-6 ans ici à Bruxelles. Alors moi, à la base, j'ai des études, j'ai fait les beaux-arts ici à Bruxelles en design textile pendant 3 ans et finalement après, je me suis rendu compte que ça me suffisait pas, qu'en fait, j'avais voulu aller un peu plus loin et que j'aimais tout, j'avais une envie de bouger un peu plus loin et j'ai suivi après des études en études culturelles et de gestion culturelle, basiquement. Et voilà, j'ai aussi eu un parcours dans l'associatif depuis que je suis très jeune, quand j'habitais en Argentine et après quand je suis déménagée à Bruxelles aussi. Et j'ai décidé de m'investir aussi dans le milieu associatif à Bruxelles. Et voilà, ça m'a amené à actuellement travailler comme travailleuse communautaire dans une association ici, qui s'appelle Communauté d'Intras Bruxelles. Et voilà, je peux te dire un peu plus, mais et voilà, mais quand même, il y a eu toujours encore cette envie de développer des projets artistiques. C'est quand même une passion que j'ai très active dans moi. Et du coup, je fais un peu les deux choses. Je reste très engagée dans le milieu associatif, mais j'ai continué à développer à côté, quand j'ai le temps surtout, des projets artistiques qui ont quand même un lien aussi social, des fois sociétal, on va dire. Et alors, donc tu le disais, tu as bougé, tu t'es déplacée. Le textile est aussi lié, entre autres, à ton histoire familiale. Comment vous en êtes venu à autant bouger et comment toi, ça t'a nourri? Alors, moi, je suis née en Argentine, mais j'ai bien, en fait, mes origines sont ici en Belgique. Ma mère est bruxelloise et mon père est né en Argentine aussi, à La Pampa, mais son père à la fois était aussi belge. Et voilà, je peux te raconter aussi oui, un peu par rapport à cette histoire d'émigration et la liaison au textile, les liens au textile, pardon. Et mon grand-père, qui s'appelait Jacques Swinen, était flamand des Courtrai, de la région de Courtrai. Et, et il est déménagé en 1936, entre-guerres, avec sa famille, avec ses 8 frères et sœurs et ses parents. On déménagé dans la province de Buenos Aires, à Jauregui, en suivant un monsieur qui s'appelait Julio Steverling, qui a fondé une industrie textile. Il était fondateur de l'industrie textile en Argentine. Et il a créé une algodonera, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, une usine de coton. Mais c'est vrai qu'on se pose alors la question, est-ce que c'était un peu un retour aux sources que tu viennes refaire tes études à Bruxelles? Exactement. En fait, pour la petite histoire, moi j'ai grandi vraiment à Córdoba, dans la deuxième ville d'Argentine. Et je vécu là-bas avec ma famille. Et en fait, quand j'avais 18 ans, j'avais très envie
voyager, découvrir un peu. Et je me suis dit, pourquoi pas la Belgique, justement, en ayant la chance d'avoir un passeport belge, justement. C'était facile. Et je suis venue voilà, dans l'idée de rester seulement 6 7 mois. Et finalement, je suis tombée amoureuse de Bruxelles. Et j'ai adoré, j'ai vu un éventail d'opportunités dans cette ville, et une diversité culturelle incroyable, et j'ai décidé de rester. Et tu le disais, donc voilà, c'est très important pour toi, cette diversité socioculturelle, cette implication. Est-ce que tu sens que ton histoire t'a peut-être facilité l'accès à cette partie socioculturelle? Tout à fait, en fait, j'ai vraiment la chance voilà, d'être née dans une famille, justement avec un père argentin qui à la fois avait une origine belge, mais très argentin quand même, et une mère bruxelloise qui m'a toujours vraiment boostée, on va dire, dans cette envie de découvrir plus, de voir toutes les différentes cultures, même dans tout ce qui est culturel. On allait beaucoup au théâtre, on allait au cinéma aussi. On venait aussi à Bruxelles de temps en temps pour voir la famille qui était ici. Et du coup, à chaque fois, on était vraiment face à des réalités différentes, des cultures différentes. Et ça, voilà, j'ai eu vraiment, à mes 18 ans, l'envie de découvrir plus grâce à ça, je me dirais. Et même chose du côté social, associatif. Ma mère aussi est une personne qui est très engagée dans le milieu associatif à côté de son travail alimentaire. Et du coup, je pense que ça vient de là aussi, cette envie, ce besoin d'être aussi engagé dans ces milieux-là. Et comment, donc on en parlait, tu es revenu à Bruxelles pour étudier l'art du textile. Comment est-ce que tu relis ces deux passions? Comment est-ce que tu arrives à trouver un dénominateur commun? Entre le associatif et le textile, Mhm. bon, alors, moi je trouve que finalement, en fait, je suis arrivée en design textile finalement via la mode. En fait, j'étais intéressée quand j'étais très jeune, à mes 13 14 ans, j'ai commencé à faire la couture, un peu de broderie aussi, mais c'était plutôt dans une finalité vêtements, habits. Mais après, quand je suis arrivée ici, j'ai vu cette formation en design textile, j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup plus que ça. En fait, le textile, les tissus, c'est vraiment un monde entier des possibilités. Il y a plein de techniques différentes, artisanales, et ça a une histoire incroyable. En fait, ça vient de très très loin. Et voilà, c'est aussi une technique artisanale, artistique. Maintenant, enfin, on peut dire que c'est une technique artistique aussi, et qui vient de très loin. Et c'est surtout une histoire qui appartient aux femmes dans presque toutes les cultures. Pas toutes, je dirais, mais c'est une technique très revendicative, oui, en Occident. Justement, quand on voit par exemple tout ce qui était les ateliers de la Bauhaus en Allemagne, ça c'était vraiment les femmes qui portaient l'atelier textile. Du coup, il y avait quand même quelque chose de très fort pour moi dans l'engagement de ces côtés-là. Si c'est clair. Non, c'est très clair. Effectivement, c'est une matière, enfin, c'est aussi très diversifié en termes de possibilités, Ouais. de connotations, d'insufflation. Mais comment dans tes projets artistiques, tu arrives à t'en servir pour réussir à communiquer des choses? Parce que c'est un peu la question qu'on se pose. C'est pas aussi clair qu'un instrument, ça n'évoque peut-être pas de prime abord autant d'émotions, ou est-ce qu'au contraire, si, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est lourd en signification. Oui, alors justement, en fait, le textile, voilà, tous les tissus ont des connotations culturelles parce qu'il y a tout ce qui est les différents patrons, les différentes qualités de textile qui peuvent se relier à différentes cultures aussi, des techniques surtout. Mais après, moi, en fait, je me suis toujours intéressée, depuis quelques années surtout, mais de plus en plus, en fait, à me rendre compte que le tissu, le textile est partout dans notre vie quotidienne, en fait, à la maison surtout, mais sinon un peu aussi en dehors de la maison, si on va au cinéma, dans la voiture, en fait, on est entouré des textiles surtout, partout. Mais aussi, en fait, c'est la première chose qui est en contact avec notre corps, avec notre peau. Alors, c'est que le tissu est très proche de nous. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris intérêt, pas seulement par l'habit, mais aussi par tout ce qui est, par exemple, les draps de lit. En fait, des fois, j'ai écrit des textes. En fait, quand j'écrivais, j'ai faisais mes réflexions. En fait, mais je me rendais compte que finalement, quand on se réveille le matin, on est entouré de draps de lit. Quand on va dormir le soir, on est fatigué, on a passé toute une journée dehors. On finit aussi par s'entourer de ces draps de lit. Et finalement, ça fait un peu comme un cocon. Et finalement, en fait, ça évoque beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions aussi, parce qu'on peut
Ça fait partie de notre intimité et notre intimité réveille beaucoup d'émotions chez nous finalement. Et surtout après, voilà, on peut parler aussi des textures du textile aussi, quelque chose qui est plus doux, moins doux aussi, euh, plus agréable ou moins agréable aussi. Ça peut réveiller plein de sons, plein de sensations en fait. Et c'est vrai que c'est un point qui est tout particulier dans beaucoup de tes projets, c'est cette notion d'intimité. Oui, exactement. Je m'intéresse beaucoup à qu'est-ce qui est un espace d'intimité, comment est-ce qu'il est construit, même quelle taille il peut avoir. Est-ce qu'un espace d'intimité, c'est forcément un espace architectural ou ça peut être aussi relié à des liens à une personne en fait. Et voilà, si on parle d'espace d'intimité, on peut parler aussi de ce qui est un refuge. On peut parler du concept du refuge de manière très large en fait. Pourquoi est-ce qu'on cherche un refuge? Pourquoi on a besoin de ça? Et on parle des protections aussi. Finalement, c'est ce qui nous protège. Notre espace intime, c'est le plus profond dans notre identité aussi. Et donc tu lis beaucoup intimité à identité. Est-ce qu'à ce moment-là, l'identité l'identité culturelle peut être associée à donc une intimité qui serait culturellement différente aussi? Mais oui, moi je pense que vraiment, déjà, le fait que si on n'a pas un espace d'intimité, on peut juste ne pas développer notre identité sociale et culturelle. Parce qu'en fait, si on n'a pas d'intimité, on n'a pas. En fait, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gaston Bachelard dans Les Poétiques de l'espèce que notre espace intime, en fait, avoir un espace intime nous permet de se développer comme personne, on nous permet de rêver, en fait, tout simplement. Et rêver, c'est imaginer, c'est développer notre créativité, notre imaginaire social aussi. En fait, c'est quand on voit, en fait, dans ses livres, lui, il écrit beaucoup sur justement la poétique de l'espace, de la maison, parce que la maison, c'est pas seulement de murs, c'est pas seulement une architecture, c'est un espace où on se développe, où on développe justement ce côté plus onirique chez nous. Et c'est quelque chose qui est très important dès l'enfance. En fait, dès l'enfance, on a besoin d'avoir cette sorte de refuge, notre chambre personnelle où en fait on peut être nous, libre comme on veut et où on se sent capable de tout faire en fait. Parce que c'est ça la beauté dans l'enfance. Vraiment, on a ce truc très, la curiosité, comment est-ce qu'on dit ça? Ingenuidad. Il me manque le mot. Mais bon, un peu ces côtés. Oui, en fait, on s'en fout, on s'en fiche de tout. Tout est possible dans notre vie parce qu'on peut rêver, on peut imaginer. C'est un peu l'innocence finalement dans l'enfance. Et ça est juste possible si on a un espace pour faire ça. Et c'est cet espace intime, c'est cette chambre à coucher. Ça peut être aussi, je sais pas, une cave où on peut imaginer plein de choses. Ça peut être aussi un grenier. Mais justement, c'est cet espace physique qui est disponible et ouvert à cette rêverie en fait. Mais donc là, ça souligne un point, c'est que si on n'a pas de chez soi, comment est-ce qu'on se retrouve? Exactement, et c'est pour ça que même pour moi c'est très important de rester proche de la réalité parce qu'on sait très bien, par exemple, juste à Bruxelles, il y a 50 000 ménages qui sont en train de demander des logements sociaux et ils ne l'ont pas et ça fait des années qu'ils attendent. Il y a une moyenne de 8 ans pour avoir un logement. Du coup, ça c'est seulement à Bruxelles, on peut pas, en Argentine, il ne doit même pas avoir de nombre précis, mais je veux dire, il faut rester quand même très proche de la réalité. Après, c'est quand même des sujets hyper délicats à traiter dans des projets toujours, mais voilà, oui, d'où là l'importance d'avoir même moi j'ai envie toujours de parler un peu de couches, dans le sens que on a justement, en reprenant l'exemple des draps de lit de la chambre à coucher, on a notre drap de lit qui nous entoure, qui nous protège, comme dans un cocon. Après, on a le lit qui fait une certaine il y a des mètres carrés qui font un lit, et après on a la chambre à coucher, après la maison, et après on est à l'extérieur. Et si on n'a pas toute cette couche-là, alors comment est-ce qu'on peut construire un espace intime, un chez-soi en fait? Et comme c'est justement quand on voit là qu'il y a des personnes qui n'ont pas toutes ces couches-là, c'est juste pas possible en fait. C'est juste impossible de développer une intimité, donc une identité sociale, culturelle, comme on parlait avant. Et voilà. Milonga para recordarte, milonga sentimental.
otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Y es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metrejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Un point dans tes projets qui m'a aussi titillé, tu parles d'intimité, on l'associe beaucoup à une intimité intérieure, mais tu l'étends à l'intimité extérieure. Qu'est-ce qu'on entend par là en fait? Voilà, c'est vrai que j'ai toujours parlé d'espace intime, et dernièrement, je me suis aussi posé la question, je me suis questionnée sur qu'est-ce qui se passe dans l'extérieur. Parce que finalement, oui, voilà, nous, on peut habiter un espace, on peut avoir notre chez-soi, mais on va forcément sortir. Et voilà, on va sortir, on va voyager, on va bouger. Et toutes ces expériences-là, les expériences qu'on fait à l'extérieur font partie aussi de notre intimité, parce que voilà, ça nous construit. Ça va nous influencer, les choses qu'on apprend à l'extérieur, les paysages qu'on a vécus, les choses qu'on a vues, les personnes qu'on a rencontrées, ça en font partie aussi de notre intimité. Du coup, j'essaye de plus en plus de me questionner sur ça. Et c'est pour ça, dans un dernier travail que j'ai présenté, une installation avec des textiles aussi, j'ai imprimé des paysages que voilà, moi j'appelle des paysages intimes. C'est des paysages d'un voyage que j'ai fait au Pays de Galles, un des temps de voyage que j'ai fait pendant les dernières années. Et c'est des paysages qui m'ont beaucoup marqué parce que, voilà, pour plusieurs raisons que je ne vais pas expliquer trop, mais justement, c'est aussi revenir sur des paysages vécus dans le passé et essayer de voir comment est-ce qu'ils nous influencent aujourd'hui aussi. Et voilà, ça, c'est des souvenirs qui vont toujours rester. Mais pareil avec justement même les voyages de migration que j'ai faits entre Argentine et la Belgique, c'est des choses qui m'ont marqué et qui font partie de mon intime.
et voilà, je pense que tout le monde peut dire la même chose. Il y a plusieurs choses qu'ils ont marquées dans les voyages, les paysages, etc. Et voilà, et après, il y a toutes ces questions justement de mettre par exemple un paysage extérieur dans un espace intérieur et en fait franchir les limites entre les frontières aussi, entre intime et extérieur et intérieur, intime, un paysage intime, un paysage dans l'extérieur. Et donc, si on suit le raisonnement, les voyages, les photos qu'on choisit d'afficher chez soi en dit long sur son identité. Oui, et ça, on peut encore aller plus loin parce que finalement aussi, c'est prendre... moi, je compare toujours avec cette démarche de faire des collages, par exemple, mettre des choses au mur, que c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans l'adolescence, souvent. On le voit dans les films, on l'a déjà fait aussi plusieurs d'entre nous. Mais c'est en fait, oui, coller une photo, c'est pas seulement... Voilà, il y a toute la signification de la photo, c'est quelle photo, où est-ce qu'on a pris la photo, pourquoi on l'a choisie aussi. Mais juste aussi l'action de coller au mur, c'est aussi... c'est ça, franchir, c'est ça, oui, franchir du mur, prendre la place, en fait, notre intime s'exprime autour de nous dans l'espace aussi. Et c'est un point, donc tu disais, tu as été marqué, tu avais choisi des paysages qui justement étaient associés à une histoire personnelle. Comment est-ce que c'est reçu par les gens qui visitent? Est-ce qu'ils ont leur propre histoire? Est-ce qu'ils se projettent? Comment est-ce qu'on partage quelque chose qui est lié à une expérience intime à des gens qui ne l'ont peut-être pas vécu? Alors c'est intéressant parce que c'est aussi dans mon choix de paysage. Et j'avais plusieurs types de paysages, toujours dans la même région, du coup ils seraient liés quand même. Mais j'ai par exemple choisi deux photos où il y a des chemins. Et justement, c'était aussi pour se dire, c'est des photos qui pourraient être... En fait, c'est au Pays de Galles, mais ça pourrait être un peu n'importe où, parce que c'est des photos un peu typiques aussi. Ça peut nous rappeler un autre chemin qu'on a vu dans un autre paysage, dans un autre pays aussi. Du coup, il y avait quand même... Et aussi, il y a cette notion de marcher, une direction, qui était quand même, je pense, attractive aussi à la vue. Ça parlait plus. Et après, il y avait des paysages aussi un peu plus abstraits où les gens posaient plus de questions parce que c'était... En fait, j'avais aussi fait le choix, il faut le dire. C'était des paysages que j'ai retraités à l'ordinateur et je les ai floutés aussi. Et après, je suis venue les rebroder et avec des fils en couleur. C'était des paysages imprimés en noir et blanc. Et après, je suis venue donner la couleur avec le fil. Du coup, ça veut dire qu'il y a aussi les gestes. Il y a le noir et blanc et la couleur qui vient se superposer. Du coup, ça parle aussi d'un truc il y a du passé et du présent parce que finalement, on associe le noir et blanc au souvenir et la couleur, ça vient donner une présence. Et du coup, ça parle aussi de cette chose dont je parlais avant, en fait, un souvenir qu'on ramène dans le présent aussi. Et ça, voilà, bien sûr, les gens sont toujours intrigués par cette démarche-là. Mais j'avais aussi fait le choix d'imprimer les paysages sur des tissus très transparents et de les mettre en interaction. En fait, c'était pas posé au mur, c'était dans un espace. Du coup, ça interagissait avec les gens dans l'espace. Et c'est là, en fait, que je pense que il y a eu quand même plus un choc. Je veux dire, il y a eu une interaction avec les gens et du coup, les gens se sont posés plus de questions parce que finalement, il y avait la transparence qui jouait entre le passage des gens aussi. Et voilà, c'était une expo aussi que beaucoup de gens étaient étonnés de voir des choses qui étaient dehors du mur aussi. Et est-ce que c'est une manière de dire aussi que, en fait, de façon communément admise, les paysages doivent être au mur? On doit un peu arranger cette forme d'intimité qui est un peu codée. Oui, mais c'est vrai, justement, il y a un peu cette chose. Après, c'est des habitudes, bien sûr, parce que voilà, chez nous, on va pas forcément mettre des choses dans le milieu de la salle. Oui, c'est un peu codé, j'ai l'impression. En fait, ça doit rester quand on met même un cadre. On imprime une photo d'un voyage, par exemple, on l'imprime et on la met dans un cadre et on la laisse là. Et ça reste posé au mur ou sur une table, mais c'est un peu comme figer un souvenir pour moi. Et l'idée de ramener un peu ces paysages dans un espace des passages où les gens marchent, les gens causent, c'est un peu se dire, justement, on les ramène au vivant. On ramène un peu à ces souvenirs, à ce qu'on vit maintenant. Et ces souvenirs ne restent pas juste là figés dans un cadre, mais il fait partie aussi
nous et nos interactions, parce que justement, ça peut être encore vivant chez nous. Un point aussi, donc tu disais que l'intimité, les paysages, le passage est lié et générateur d'identité, de comment on s'y retrouve, ça nous renvoie notre image à nous-mêmes. Comment tu définirais cette expérience pour des personnes qui n'ont pas l'occasion de voyager et qui vivent une routine qui est très proche finalement de leur intimité intérieure? C'est une question compliquée quand même, oui. Mais je dirais, après voilà, aujourd'hui on a de la chance de pouvoir voyager de plusieurs manières de toute façon. On voyage avec un film, on voyage avec la musique, avec l'art, même en vivant à Bruxelles, c'est quand même, je pense que c'est très facile de voyager juste en écoutant les gens marcher, qui marchent à côté de toi quand ils parlent une autre langue. Du coup, ici on a vraiment la chance de ça. Et je pense que c'est quand même très différent dans des cas. Moi, par exemple, la ville où j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille avec des nationalités différentes, mais c'est pas le cas pour la plupart des gens, et on n'entend pas d'autres langues que l'espagnol souvent. Du coup, on est moins face à ça, et finalement, justement, des cultures différentes restent, dans ces cas, figées dans un téléviseur, ça paraît très très loin. Mais après, j'ai aussi l'impression que justement, la question de l'identité est très large aussi, mais finalement, dans un pays où justement tu te trouves moins face à des différentes cultures, finalement, tu développes une identité très forte nationale, par exemple, on peut dire aussi. Et y a pas, c'est pas mieux ou pire, en fait, c'est juste très différent. Moi, j'ai l'impression qu'ici, par exemple, à Bruxelles, finalement, avec mes vécus de migration, mais en vivant à Bruxelles, mon identité est très mélangée, j'ai l'impression, justement. Je pense que j'ai pris plein de cultures différentes. Je travaille avec des gens de partout dans le monde aussi. Du coup, j'ai appris à connaître plein de réalités différentes, et ça se reflète aussi dans ma manière de penser et de développer des projets aussi artistiques. Hein. En fait, ça nous influence et ça nous inspire. Et c'est ça qui est beau aussi. Et à contrario, est-ce que ça pourrait pas aussi nous effrayer d'être exposés à tellement de différences, de changements, d'autres identités, et qu'on ait peur, au lieu de renforcer notre identité, de peut-être la fragiliser et de ne plus savoir où on se retrouve là-dedans? Ça peut arriver, mais je pense que c'est pas fragiliser, c'est se poser plus de questions. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai l'impression que par exemple, moi j'ai une identité très mélangée. Je peux pas me dire que je suis 100% argentine, ni belge non plus. Je me questionne de plus en plus par rapport à ça, justement. En fait, je suis partie très jeune, et je pense que justement, si ça dépend de ça, j'imagine, de quand est-ce que tu fais ta migration, quand est-ce que tu voyages. Moi, je suis partie à l'âge de 18 ans, et je pense que c'était un âge où on est encore en train de se construire comme personne, construire une identité. Et du coup, ça m'a un peu, je le réalise maintenant, ça m'a un peu... Ouais, ça a eu un impact, c'est juste ça en fait. Mais je pense pas que ça soit fragilisé, c'est juste, voilà, ça fait poser plus de questions, mais finalement, ça nourrit toujours. Et donc tu parles d'un âge où on est plus ouvert justement à ce changement. Est-ce que ça veut dire un petit peu que quand on est plus âgé, renfermé sur soi-même, très nationaliste, il n'y a plus beaucoup de possibilités d'ouverture et de découverte? Je pense que ça dépend beaucoup des expériences de chacun ou chacune finalement. Et après, c'est vrai que ça peut arriver qu'à un âge, on est plus dans une envie de confort et de bouger moins, mais je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. C'est très, très large, ça dépend des expériences. Après, c'est vrai que oui, il y a des âges qui sont un peu plus clés, mais justement, c'est pas comme il y a des personnes qui déménagent avec la famille, par exemple, à l'âge de 12 ans, c'est très différent aussi. Hein, ça dépend. Il y a des âges, c'est vrai qu'on est en train de plus se construire ou pas. Mais après, une migration, un voyage aura toujours un impact, n'importe à quel âge. Et c'est quelque chose, je suppose, auquel tu es fort confronté dans tes activités socioculturelles, quand tu es face à des personnes qui n'ont pas forcément de logement, qui sont dans des situations d'instabilité. Est-ce que tu sens justement ces différences de construction identitaire, de culture sociétale dans laquelle ils ont vécu, et à quel point ça les touche différemment? Et oui, j'ai déjà vu plusieurs cas. Et en fait,
C'est intéressant parce qu'à Bruxelles, en fait, il y a des communautés très fortes. Et du coup, selon la nationalité de la communauté, on peut très facilement tomber dans le confort de justement se rencontrer juste seulement avec notre communauté de notre origine et pas s'intégrer, par exemple, à la réalité qui existe à Bruxelles ou en Belgique. Et du coup, après, ça peut poser justement des problèmes plus tard par rapport à, voilà, justement, pas apprendre la langue, une des langues nationales, ou justement avoir plus une difficulté à l'heure de trouver du travail, ou rencontrer d'autres personnes. J'ai déjà vu des cas des personnes qui étaient arrivées, qui habitaient à Bruxelles depuis 11 ans et parlaient pas un mot de français ni néerlandais. Du coup, c'est quand même... voilà, mais après, il y a aussi, bien sûr, cet aspect communautaire qui est très important. Et justement, c'est pas seulement du confort, c'est aussi se sentir un peu plus chez soi. Et il y a des personnes qui cherchent leur chez soi dans un autre pays. Et les chez soi tellement reliés à une nationalité, à un pays, qui vont forcément le chercher plus tard dans le pays où ils vont migrer aussi. Et on peut pas le critiquer, c'est juste justement chercher à se retrouver soi-même aussi. Et voilà, en fait, dans mon cas, j'ai eu la chance de vouloir déménager. J'ai migré parce que je le voulais. J'avais envie de découvrir. Et je l'ai fait parce que je voulais, en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Et s'ils migrent, c'est juste parce qu'ils ont vraiment besoin. Et ils sont en train de fuir une crise, et fuir une situation très compliquée, politique ou économique, etc. Et du coup, dans ces cas-là, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a justement... c'est que, en fait, pas vouloir partir de chez soi, être obligé à le faire et se retrouver avec une réalité complètement différente à LEOE. Et, et voilà, ça va avoir un impact dans l'intégration et voilà, dans toute l'intégration sociale, culturelle, etc. Et comme forcément ce déplacement n'est pas désiré, est-ce que on pourrait dire qu'il y a un peu ce sentiment de rejet justement à ce passage, à ces paysages, à ces intimités diverses qui s'entrechoquent au final? Est-ce que c'est peut-être ça qui peut expliquer parfois le rejet de quelqu'un qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas choisi, avec justement cette culture et cette identité si différente? Je pense que les deux choses peuvent arriver. Il y a des personnes qui s'adaptent très facilement ou que ça leur prenne peut-être quelques années et après finalement elles vont le faire. Et c'est en fait là que moi je me dis que ça joue beaucoup le facteur par exemple avoir un travail ou pas, avoir un logement ou pas dans les bonnes conditions d'ailleurs. Et connaître des gens, par exemple c'est super important, rencontrer des gens qui peuvent t'aider à t'intégrer, peuvent te guider un peu dans ces processus d'adaptation. Et mais voilà, en fait il y a un peu de tout. Moi je pense que heureusement aussi, à Bruxelles, je pense qu'il y a une vie associative et culturelle assez active qui fait qu'il y a beaucoup d'associations qui essayent d'aider justement à faire des rencontres entre des locaux et primo-arrivants, que je pense que c'est quelque chose d'hyper important finalement. Rencontrer quelqu'un qui habite depuis longtemps à Bruxelles, qui peut faire un peu de guide et justement t'ouvrir ces réseaux de contacts qui est toujours important. Et pour, voilà, se trouver aussi face à plutôt à la réalité bruxelloise dans ces cas, ou belge, et pouvoir mieux s'intégrer, mais oui, ouais, c'est ça. Et donc tu le disais, c'est toutes tes activités socioculturelles qui te stimulent aussi, qui te donnent enfin, voilà, des idées, de la création. Est-ce que tu as déjà confronté, ou en tout cas porté à se rencontrer ces deux univers en invitant des gens peut-être avec qui tu travailles à venir voir les projets et comment ça se passe? Oui, alors justement, en fait, moi dans mon travail dans la SBL Community Land Trust, qui développe des projets de logement, moi je suis plutôt dans cette côté voilà, développement des projets socioculturels, travail communautaire. Et par exemple, on organise, en fait pour tous les âges, il y a par exemple un projet qui s'appelle Cuisine des quartiers. Par la cuisine, en fait, on fait rencontrer les habitants des logements et des fois des gens des quartiers, cuisiner ensemble et justement se rencontrer pour pouvoir avoir un moment convivial tout simplement, parce que c'est juste ça, la convivialité est déjà. Et après, il y a des permanences, par exemple, des écoles de devoirs pour les enfants, des cours de langue pour les personnes qui auraient besoin. Et il y a un peu plein de projets qui se développent. Et c'est toujours, en fait, par exemple, moi, je suis la personne qui fait le lien avec les quartiers ou d'autres associations qui pourraient aider à organiser les projets. Mais c'est toujours les habitants des logements du CLTB, de l'association, qui sont porteurs, porteuses de ces projets-là.
Et ça aussi, ça leur motive beaucoup dans la démarche, juste pouvoir porter un projet qui, eux ou elles, ont envie de faire. C'est quelque chose qui motive beaucoup aussi. C'est en fait voir que quelque chose est capable. Il y a aussi eu justement un projet de cuisine qui s'est développé tout près de la Porte des Halles, Green Cantine. C'était des femmes congolaises qui faisaient à manger, c'était de la cuisine fusion afro-belge. Et c'était tous les mardis, et justement, on s'est rencontrés pour faire ça ensemble. Et aussi, ça leur aidait financièrement. Alors, il y a aussi ces côtés-là. Et voilà, sinon, j'étais aussi active dans une autre association il y a quelques années qui carrément développait des projets, organisait des activités pour faire de la rencontre entre des primo-arrivants et des locaux. Et ça, là, j'ai eu vraiment, ça marche très bien, tout simplement. C'était des activités, des jeux de société, tout simplement. C'est quelque chose où tu n'as pas besoin de trop parler, tu as juste besoin de communiquer un tout petit peu et tu peux t'amuser pendant 1 ou 2 heures et rencontrer des gens. Et voilà, soit pratiquer ton français, faire des contacts, rencontrer une autre réalité, c'est déjà incroyable et ça peut faire toute la journée d'une personne, ça. Mais c'est assez comique parce qu'on a l'impression que pour s'intégrer, il faut sortir de son intimité. Oui, tout à fait. Mais voilà, ça fait en fait, nous on a vraiment, comme humain, il y a ces côtés sociaux qui est très, très nécessaire. En fait, il faut avoir des expériences, il faut rencontrer des gens pour apprendre plus de soi-même. En fait, on n'apprend pas seulement de soi-même par être tout seul. En fait, on apprend aussi en étant avec d'autres personnes, en étant en relation avec d'autres personnes et en se confrontant à d'autres réalités aussi. Mais oui, justement. Mais voilà, en fait, il y a un autre concept qui est intéressant, je pense, c'est Michel Foucault qui a développé une théorie sur l'espacialité. Et c'est lui il a critiqué Gaston Bachelard, l'écrivain, les philosophes que j'ai mentionnés avant, en disant, voilà, c'est très bien tout ce que tu dis, il y a une politique de l'espace intérieur, mais il y a quelque chose qui se passe aussi dans l'extérieur. Et c'est ces relations aussi, la confrontation entre comment est-ce qu'on est à l'intérieur, comment est-ce qu'on est à l'extérieur, qui est aussi intéressante et qui, en fait, il faut étudier. Et il l'a étudié, bien sûr. Mais voilà. Et donc ça pose toute la question de où est la limite entre intérieur et extérieur. Oui, c'est la limite qu'on fait, en fait. Voilà. Là, comme je disais avant, je me questionne de plus en plus. En fait, c'est juste tellement connecté. En fait, on peut avoir des murs, on peut avoir plein de murs, plein de frontières, mais finalement, en fait, on est partout. Et en fait, c'est ça qui est important. Mais voilà, ça dépend à quel moment de la journée aussi, je dirais. Mais c'est très important quand même. Justement, c'est important à avoir chez soi pour pouvoir développer cette identité spatiale aussi et savoir quelles sont nos limites et comment est-ce qu'on interagisse avec les autres. Et encore une fois, c'est juste en ayant cette conscience de nous-mêmes, de notre intimité et toutes ces limites qu'on peut pouvoir interagir avec les autres. Et est-ce que c'est pour essayer d'atteindre cette diversité en fait d'existence, d'identité, que dans tes projets plutôt artistiques, tu aimes aussi la diversité des textures, des matériaux, etc. Tout à fait, oui. En fait, là, j'ai cette année, j'ai présenté une expo où j'ai carrément travaillé juste avec du drap blanc. Et c'est la base, exactement comme je parlais avant, c'est un peu cette base. En fait, c'est un élément qui est très connoté socialement, culturellement. Les draps blancs, en fait, c'est la référence de l'intime. Et du coup, à ce moment-là, j'avais travaillé avec du drap blanc en adoucissant, on va dire, un espace et en créant un gigantesque refuge et une chambre à coucher. Mais voilà, là, je suis passée justement, par exemple, dans cette dernière expo dont j'ai parlé, à travailler avec l'impression textile. C'est un tissu qui est très basique, en fait, dans lequel j'imprime, mais on donne la texture aussi par des effets de la photo. On joue avec la transparence. En fait, les matériaux textiles est très versatile. Comment est-ce qu'on dit ça? Versatile, parfait. Voilà, un élément très versatile qu'on peut moduler de plein de manières différentes. En fait, il y a plein de textures, plein de matériaux différents qu'on peut venir retraiter, on peut broder, on peut crocheter. Il y a plein de techniques avec lesquelles on peut jouer. Et en fait, c'est vraiment des techniques artisanales qui sont incroyables. Et que voilà, qui aussi carrément on peut faire référence à différentes cultures parce que finalement
tout ce qui est l'impression textile peut faire référence. Il y a différentes techniques qui font référence à des techniques en Afrique centrale, par exemple. Mais voilà, là, je suis moins dedans dans ces moments. J'ai beaucoup travaillé différents types de techniques quand j'étais aux études. Et maintenant, je suis plutôt intéressée par cette versatilité de l'élément, mais par exemple en jouant avec des transparences, avec des matériels différents, mais très basiques, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. Et justement, ça laisse un peu plus d'imaginaire aux personnes qui regardent quelque chose de plus simple et qui font plutôt référence à des objets textiles qu'on connaît, comme les draps de lit et autres choses aussi. Mais alors, c'est une question qu'on se pose aussi. On théorise beaucoup Oui. les textiles, les couleurs, ce à quoi c'est associé culturellement. Est-ce que c'est quelque chose que les gens remarquent quand ils viennent se balader pendant l'exposition ou est-ce que ça fait plus appel à leur inconscient? Et tu poses la question en général ou les expos que j'ai fait en général? Les deux. Ok. Ce que tu as pu apprendre et est-ce que tu étais... Parce que voilà, ça c'est l'intérêt de l'éducation ici. Est-ce que tu étais d'accord? Est-ce que tu t'es senti en opposition avec des concepts qu'on a pu essayer de t'inculquer? Et est-ce que par l'expérience, ça s'est avéré vrai ou faux? Oui, en fait, carrément, j'ai l'impression que les personnes ne connaissent pas trop sur les textiles. Et même justement, les personnes relient beaucoup le textile à l'artisanat ou à la mode. Mais ça, finalement, ça parle en fait d'une histoire d'injustices qui ont été faites aux arts textiles. En fait, c'est pas depuis longtemps que le textile est reconnu comme un art, comme le fiber art, que c'est appelé aussi, l'art textile. Et comme je disais avant, par exemple, même pendant le Bauhaus, il y avait un atelier textile. En fait, il y avait plein d'ateliers différents, avec plein d'arts différents, artisanats différents. Mais en fait, l'atelier textile était reconnu seulement comme un artisanat. Et c'est là où on a envoyé les femmes. Justement, en fait, on parle d'une injustice. Et c'était une injustice qui était faite aux femmes. Et les femmes étaient obligées, carrément, dans ces ateliers, à travailler dans le textile parce que justement, c'était pas un art. Et du coup, elles étaient envoyées faire de l'artisanat. Et c'est à cause de ça que toutes les femmes qui ont créé plein de choses incroyables en textile, en fait, leur œuvre n'était pas reconnue comme un art. Du coup, on n'avait pas l'habitude de ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps, de voir ça dans un musée, par exemple. Oui, ça restait juste comme une production. Une production, même à niveau industriel, on le faisait travailler beaucoup, et juste pour vendre comme objet décoratif, quelque chose comme ça, mais pas comme un art. Et voilà, sinon, après, niveau culturel, dans tout ce qui est textile, les gens ne reconnaissent pas trop, et c'est pour ça qu'on tombe beaucoup sur tout ce qui est appropriation culturelle dans le textile aussi. Et il y a beaucoup de débats autour de tout ça en même temps à cause de ça. Et voilà, moi j'ai envie de dire, en fait, il faut pousser un peu plus de gens à voir plus en détail d'où vient chaque textile, à quoi faire référence, qui l'a créé. Et voilà, et pas juste considérer le textile comme la mode ou de quelque chose de très basique finalement. Mais oui. Et c'est un lien dont on sent que tu affectionnes particulièrement, c'est le lien de la femme au textile. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore aujourd'hui, que cette injustice est peut-être encore inconsciemment présente dans notre rapport? De moins en moins, je pense que c'est de moins en moins, vraiment. Après, je vois que c'est encore ce qui se passe, par exemple, dans mon propre pays, dans le nord de l'Argentine. En fait, les personnes qui travaillent les textiles, par exemple, c'est toujours des femmes seulement. Après, c'est une tradition aussi, c'est la culture. Et ça arrive, je pense, après, je connais pas la réalité de tous les pays, mais je pense que ça arrive aussi en Afrique centrale encore, en Asie du Sud-Est, c'est pareil. Quand on voit des gens travailler avec du textile, c'est toujours des femmes. Après, en Occident, ça a beaucoup changé déjà. Et, même après, moi, j'ai fait mes études en design textile, on n'était que des femmes aussi. Mais voilà, il y a quand même un mélange encore un tout petit peu plus présent qu'ailleurs. Mais sinon, c'est ça, en fait, dans l'histoire, on a toujours relié le travail textile, les tricots, le crochet, les broderies, le tissage aux femmes. En fait, c'était une activité qui était faite au foyer. Et comme la femme ne travaillait pas, en fait, elle restait et l'activité typique était tricoter. Et on peut le voir ça, on peut voir les traces de ça quand on lit, on trouve
dans des magasins de livres de deuxième main, on peut trouver encore ce qu'on appelait les encyclopédies de femmes. Et la bonne femme qui restait au foyer, elle tricotait, elle faisait des vêtements pour leur enfant, elle s'amusait à faire ça, c'était son l'activité principale. Et on peut même retracer ça encore avant quand on lit la mythologie grecque, quand on voit les mythes de Pénélope. Donc, pour moi qui ne contextualise peut-être pas toute l'histoire en détail, quel est le lien avec le tissu? Alors, dans cette histoire, on a Pénélope, la femme d'Ulysse, qui attend le retour de son mari qui était parti à la guerre de Troie. Et en attendant son mari, en fait, elle a une file de prétendants qui essaye de la chasser littéralement pour la faire serrer mariée en disant qu'en fait, Ulysse n'allait jamais revenir. Et Pénélope s'enfuit de cette histoire en disant que voilà, elle allait se remarier une fois qu'elle aurait fini et une sorte de voile de burial, une sorte de voile qu'elle allait tisser. Mais son stratégie alors, par le geste du tissage, c'était de tisser pendant la journée ses voiles et pendant le soir, quand personne ne la voyait, les détisser. Alors elle allait recommencer chaque jour son geste répétitif qui allait, en fait, c'était finalement un geste d'émancipation, un geste de lutte pour pouvoir s'enfuir de ses prétendants qui voulaient la faire se remarier et quand elle ne voulait pas, en fait, simplement. Et finalement, c'est aussi, ça nous revient dans l'histoire de la femme au foyer, qui est en fait la seule activité qui lui était permise, c'était de faire de tisser, en fait. Pratiquement. Du coup, même à ce moment-là, en Grèce, c'était comme ça. Et voilà, c'est grâce à ces gestes qu'elle arrive à s'enfuir. Et aussi, c'est intéressant aussi parce que finalement, c'est un geste culturel et ça garde aussi, ça préserve une mémoire culturelle aussi de la Grèce antique. Donc là, effectivement, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que le textile, l'identité, l'intimité, tout ça est si lié au final dans des secteurs si différents. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, d'autres initiatives pour le moment, ou en tout cas des idées de choses que tu aimerais tester et découvrir? Alors, dans ce moment, oui, je réfléchis à un projet. Et comme je disais, comme je l'ai déjà dit, moi, je travaille aussi je travaille à temps plein, en fait, dans l'associatif, qui pour moi est très important parce que ça m'approche à une réalité sociétale existante. Mais du coup, il y a quand même un projet que j'ai envie de développer dans ces moments, que c'est autour du concept du refuge, tout simplement. Et c'est revenir sur cette question aussi encore d'intimité, mais surtout au concept du refuge. Et comme je suis aussi intéressée par l'enfance et comment on développe cette notion de refuge dans l'enfance, en fait, je suis en train de réfléchir en quelque sorte à des ateliers qui mettraient un peu plus... qui travailleraient avec des notions, des techniques artistiques, comme par exemple le collage. Justement, on a parlé un peu du collage, la construction d'un refuge. Et voilà, en fait, un peu ce truc de faire cabane, quelque chose qui est très courant dans l'expérience de n'importe quel enfant, dans n'importe où dans le monde, je pense. Moi, en tout cas, moi, ça m'est arrivé très souvent quand j'étais petite de faire des cabanes. Et dans mon cas, faire des cabanes avec des draps de lit. Après, on peut faire des cabanes en extérieur, en intérieur. Mais ce serait quelque chose autour de ça. Mais voilà, c'est vraiment, là, c'est les premières lignes. Et l'idée, c'est dans les prochains mois, développer un peu plus d'exquis et voir ce qu'on peut faire autour de ça. Mais ce serait dans un plus large projet de recherche sur le refuge et les refuges, la construction du refuge à travers le textile aussi. Et si on veut pouvoir, quand le projet a abouti, que le bébé est né, comme on dit, comment est-ce qu'on peut se tenir au courant de quand il est prêt, de comment pouvoir venir le voir, ou y assister, ou y participer? Alors, je pense que je vais publier ça surtout sur mon Instagram. C'est @PAUSWINNEN. Pas aussi une N, c'est très compliqué. De toute façon, on le repartagera sur notre page. Mais voilà, mais oui, je vous tiendrai au courant via ces réseaux-là. Et j'ai aussi un site web et que aussi on va pouvoir détailler plus tard, je pense.
Merci en tout cas pour cet agréable échange et cette découverte dans un milieu qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de pouvoir découvrir pendant Culture et Migration. On te souhaite le meilleur et le plaisir peut-être de se revoir avec d'autres projets. Merci beaucoup. On espère en tout cas que vous avez pu profiter autant que nous de cette rencontre avec Paola. Une rencontre qui vous a été entretenue avec le son de Milonga Sentimental de Delphine Cheb, qui est un choix de Paola, une chanson qu'elle écoute beaucoup pour le moment et qui l'a fait voyager dans l'intimité. On espère aussi que ça vous a permis de vous poser de nouvelles questions et de nouvelles réflexions, car nous aussi, ça nous en a éveillé de nouvelles. Comme l'être humain n'a pas toujours été sédentaire, il a aussi été nomade, ça a évolué, sa notion de chez soi a évolué au cours du temps. Comment ce besoin d'intimité en fait change selon les époques et pourquoi ? De même, dans l'histoire de chacun, chacune de nous, comment notre perception de l'intimité change tout au long de notre vie ? Est-ce que cette frontière aussi, entre privé et public, est propre à chacun et chacune, ou est-ce qu'on la transmet, ou on nous la transmet d'une quelconque manière ? Est-ce que le besoin d'intimité naît de l'interaction entre individus, ou ce serait un désir plus subtil, individuel ? Est-ce comme une sorte de nécessité de se mettre à l'abri pour préserver la partie la plus personnelle de nous, ou alors une manière d'exister au-delà du groupe ? On vous laisse y penser.